Et pour terminer cette émission consacrée à, au projet de paix de Nicole Pachinian, nous avons invité à cette antenne Gérard Guerguerian, juriste international, pour parler de certains aspects de, de la situation qui a été créée. Bonjour Gérard. Bonjour, merci de l'invitation. Merci d'être venu à notre antenne. Gérard, comment analysez-vous l'accord de paix déclaré par Nicole Pachinian, la réaction du pouvoir azerbaïdjanais, ce qui n'a pas tardé, donc du conseiller, du président de l'Azerbaïdjan, et ensuite donc la série de félicitations assez incroyables de la part de pays assez improbables même, bon, bien sûr de l'Union européenne en général, mais aussi d'autres pays, et le silence de la Russie. Comment expliquez-vous les trois positions? Azerbaïdjan, communauté internationale s'il en reste, s'il y en a encore, et la Russie. Écoutez, il y a eu plusieurs étapes dans cette négociation et en particulier, on l'oublie un petit peu facilement, il y a eu dans un premier temps une proposition de paix de la part de Bakou en 5 points. Ensuite, les 5 points sont devenus 15 points et aujourd'hui, ils sont 19. Je n'ai pas vu à ma connaissance, moi personnellement et d'autres, une proposition de paix de la part de l'Arménie. On discute des propositions de paix de Bakou. Et donc le résultat qu'on constate, puisque pendant des années et des mois, on a refusé le corridor, on ne voulait pas changer la Constitution, c'était les points d'achoppement importants, on a lâché sur ces derniers points. Euh, le résultat, ça veut dire que c'est un diktat. Ça ne veut pas dire que c'est un accord ou un compromis équilibré. Ce sont les points de Bakou qui ont été acceptés. Ce n'est pas une négociation, c'est un diktat qui a été accepté. Et la meilleure preuve, c'est qu'une fois qu'on l'a accepté, l'autre surenchérit avec 4 points. Et ce ne sont pas des points anodins. On demande 11 milliards ou 30 milliards ou 20 milliards de réparations. C'est pour affaiblir l'Arménie. Parce que Mhm. payer 15 ou 20 milliards ou 11 milliards pour des réparations, c'est affaiblir l'Arménie. Demander sa démilitarisation, c'est affaiblir l'Arménie. Mhm. Demander de livrer des prisonniers anciens dirigeants, Kocharian et Sarkissian, pour faits de guerre et crimes de guerre, Et c'est plus une d'une insulte. centaine d'autres. C'est une insulte à la souveraineté. Demander à ce que les Azéris réfugiés 300 000 reviennent en Arménie, c'est affaiblir l'Arménie. Et donc, par conséquent, on est en face d'une pseudo-négociation qui équivaut à une capitulation sans contrepartie. Mhm. Ça veut dire une chose, c'est qu'on a négocié en état de faiblesse. Ça veut dire qu'on a donné notre accord, un dirigeant a donné son accord pour parler, pour négocier, mais lui-même en état de faiblesse. Or, on ne négocie jamais en état de faiblesse. Mhm. Une négociation, c'est un rapport de force dans le calme pacifique, sans guerre, comme une guerre est un rapport de force dans un état de violence. Or, la négociation en état de faiblesse, c'est impossible. Ça ne se fait pas, ça ne doit pas se faire. Et on a le résultat qu'on obtient parce que l'autre peut toujours réclamer et réclamera toujours plus. Alors, ça ressemble beaucoup à Munich. Mhm. Ça ressemble beaucoup à Munich parce que on veut sauver la paix à tout prix et sauver l'honneur de la patrie. Ben, selon la célèbre phrase, on aura le déshonneur et la guerre parce qu'on est en état de faiblesse. Et ça, c'est un révélateur, à mon avis, euh, pour avoir passé quand même beaucoup de temps
en Arménie, si ce n'est en Artsakh, c'est un révélateur d'un manque de valeurs, de manque de principes qui doivent guider des dirigeants normaux dans un processus politique. Il faut avoir des valeurs de base, il faut avoir des principes, et en particulier, se mettre à genoux n'a pas de sens. Mm. On a le Il faut qu'on choix fasse une autre émission sur le concept de négociation aussi. Je pense que c'est important de savoir si une personne, un dirigeant qui a perdu la guerre peut négocier, même s'il veut se débarrasser de cette responsabilité de la capitulation. Quelles sont les méthodes de négociation avec un ennemi alors qu'on a effectivement, on est en position de faiblesse, etc., etc. Je pense qu'il serait intéressant un jour d'en parler globalement en termes pour les négociations en général, mais surtout pour des négociations de ce type, c'est-à-dire négociations sur la souveraineté d'un pays, à partir de la souveraineté d'un pays. Je pense que Moi, je c'est un voulais... vrai sujet pour les Arméniens. Je parle bien des Arméniens d'Arménie. Et je suis un petit peu sévère. D'ailleurs, mon prochain ouvrage porte sur cette sévérité. Euh, Quand on concède quelque chose et qu'on fait un compromis, c'est pas une mauvaise chose, mais on doit obtenir une contrepartie, que cette contrepartie soit faible, petite, limitée, mais sans contrepartie, moi, je ne connais pas de négociation. Alors, le deuxième point qui vient à l'esprit immédiatement, à part, en dehors de cette sidération sur l'état de faiblesse, qui est plutôt l'aspect un peu psychologique de ce qui se passe, c'est qu'on a deux traits significatifs en ce moment. Il y a un axe, Bakou, Ankara, il est en mouvement. C'est évident. Ils ont une vision, ils ont une stratégie, ils savent ce qu'ils veulent. Et on voit bien que plus Nicole Pachinian, plus le Premier ministre avance sur le compromis pour arracher un traité de paix, plus de l'autre côté, on réclame, on fait la surenchère et on ne veut pas passer à la signature. Et ça, c'est un trait frappant que quelqu'un a le mouvement et l'autre cherche des protections, des amis, des alliés, mais pas le mouvement dans le processus de paix. Et il y a un truc. Certains diraient que cet axe dont vous parlez, c'est l'axe qui va jusqu'à Moscou. L'axe Ankara, Azerbaïdjan, Turquie, Russie. J'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas. C'est possible, je peux me tromper. Je n'y crois pas. Moi, je pense qu'il y a un axe Ankara-Bakou qui est un axe occidental en attendant le Yalta qui va se faire. Je vais y revenir tout à l'heure, très certainement. C'est bien. Euh, il y a un autre élément qui est très perceptible dans ces discussions, c'est que l'axe Bakou-Ankara a le mouvement en main et ils mettent en pratique de manière régulière un principe purement oriental, très traditionnel, du genre, ce que tu as dit m'appartient, ce que je n'ai pas dit m'appartient toujours. Et donc, dans cette négociation-là, on est en train de jouer à un découpage en salami des questions, et plus on avance sur la réponse positive, plus on est en train de rajouter de nouvelles conditions, et donc on est en train d'élargir le champ de la capitulation ou de l'objectif qu'on veut atteindre sans nécessairement vouloir signer la paix. C'est-à-dire que la question de savoir si Bakou et Ankara, aujourd'hui, en attendant le Yalta numéro 2 qui est en cours, veulent signer la paix, est une question de fond. Ceux qui disent, et les analyses tout de suite ont émergé en disant, ça y est, la paix est signée, je ne vois pas la paix signée. Je vois simplement un
temps d'attente qui est en cours et qui attend probablement un certain nombre de feux verts ou bien de réalisation ou d'acceptation des conditions draconiennes. Mm. Parce que l'objectif, Une précision, Gérard Guerguerian, quelle Arménie veut l'axe Azerbaïdjan-Turquie? Quel genre d'Arménie euh, se profile dans leur plan? alors, euh, c'est la question de fond. C'est la vraie question de fond. À côté de cette question de fond, il y a que veut la Russie, ou le silence de la Russie. Mais C'est ça. que veut l'Axe? Alors, je suis peut-être déformé par mon métier et ma profession, mais quand je regarde les revendications, c'est-à-dire les déclarations officielles faites à partir de 1918 jusqu'à aujourd'hui par l'adversaire et par l'Arménie, vice-versa, il y a une constante dans le dialogue azerbaïdjanais, c'est la déclaration d'indépendance de 1918. Et je pense qu'il y a quelque part une contradiction antagoniste, dirait le président Mao, entre l'exigence de Bakou, qui dit « je ne veux pas voir dans la constitution arménienne des revendications territoriales concernant l'Artsakh, d'une part, je ne veux pas voir ceci, le génocide, dans la constitution arménienne, qui est un petit peu l'oreille d'Ankara. Je ne constate pas de la même façon une lecture de la constitution azerbaïdjanaise et la déclaration de 1918 qui réclame le Zangezur et qui réduit l'Arménie à une sorte de ballon ovale qui est réduit à la plaine d'Erevan avec la moitié de Sevan. C'est exactement ce que M. Aliyev déclare de manière régulière, Mm. en disant que ça nous appartient. La plaine de Sevan nous appartient, la plaine d'Ararat nous appartient. On veut bien le concéder pour des raisons historiques, mais la déclaration de 1918, qui est le fondement du préambule de la constitution azérie, bah, demande le Zangezur. Mm. Et donc, il y a quelque Comme, part. comme il n'y a pas mention du côté arménien d'un retour, voire même d'une réinstallation des 450 000 Arméniens qui ont quitté l'Azerbaïdjan suite au pogrom à partir de 88. Nous sommes tout Donc, à fait d'accord. donc on est dans un déséquilibre total dans les revendications des deux côtés, mais dans les cercles gouvernementaux arméniens, personne ne relève ce déséquilibre. L'Azerbaïdjan avance, exige et impose, et l'Arménie est en train de reculer pas à pas sur toutes ses revendications. Et bientôt, donc, on a refusé, l'Arménie a refusé pendant je ne sais plus combien d'années, donc cette idée de couloir dans le sud de l'Arménie. Et aujourd'hui, l'Arménie est prête à donner ce couloir, finalement, mais l'Azerbaïdjan n'en veut pas. En fait, l'Azerbaïdjan veut le Zangezur, c'est-à-dire le sud de l'Arménie, le sunnique. Alors, deux observations, et vous avez tout à fait raison. La première, c'est que non seulement il y a 450 000 réfugiés sortis d'Azerbaïdjan qui auraient le droit et qui voudraient peut-être recourir à ce droit de retour, qui serait un petit peu le rééquilibrage entre la demande des 300 000 qui devraient revenir sur la plaine d'Erevan du début du siècle dernier, mais il n'y a pas non plus une réclamation de réparation financière par rapport à ce qui a Que été perdu l'Arménie se par les Arméniens. retire les plaintes. Bah, bien entendu, non seulement Même, les même plaintes, là, il n'y avait pas de compensation dans les plaintes. Il n'y tout à avait fait, que des revendications de justice. absolument. Mais il y a quand même 450 000 personnes qui ont perdu leurs biens. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est une réclamation surenchère de la part de Bakou qui réclame
11 milliards pour les dommages de guerre causés à l'Azerbaïdjan durant les guerres à cause de l'Arménie, mais non seulement il les réclame, mais il faut voir quand même comment le procès sont traités, sont menés vis-à-vis des prisonniers, à qui on demande à chaque fois, et en particulier aux militaires, qui étaient les décisionnaires de nommer un patron militaire, un commandant militaire, comment se passaient les attributions budgétaires, etc. Et les pauvres prisonniers actuellement sont bien obligés de dire la vérité, qui est que l'Arménie les aidait. Mais le fait que l'Arménie les aidait en droit international n'est pas répréhensible. Un État étranger peut très bien aider, envoyer des armes à un État qu'il veut soutenir. La preuve, c'est que la France envoie bien des armes à l'Ukraine. Personne ne va reprocher aux dirigeants français, en tant que crime de guerre ou de demande de réparation, que la France est en train d'aider un État étranger. Le droit international le permet. Donc Mhm. il y a bien un déséquilibre total, et c'est ce déséquilibre-là qui est sous-jacent à ce qu'on va appeler l'accord de paix, qui n'en est pas un et qui n'est pas encore signé. Alors moi, je voudrais qu'on termine cet entretien, court entretien, par une question ouverte, c'est à propos des options de l'Arménie. Quelles sont les options de l'Arménie aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il y a eu des concessions unilatérales successives qui ont amené à une situation. Et aujourd'hui, dans la situation où on se trouve, est-ce que vous voyez des options pour l'Arménie pour s'en sortir? Il y a toujours une option, savoir dire non. C'est toujours une option. C'est être libre pour dire non, niet, no, en anglais, en français ou en Russie, c'est pareil. Ça veut dire que quelque part, Butch. Votch en arménien, bien entendu, quelque part, quand on est devant un diktat, quand on est obligé de choisir entre Rétonde et Londres, il faut savoir choisir et dire non, je ne vais pas à Rétonde, j'irai à Londres. Tout ça, c'est symbolique, bien entendu. Maintenant, le sous-jacent de la question, qui est un sous-jacent important, l'ami de mon ennemi n'est pas mon ami. Il n'est pas possible que l'ami de mon ennemi soit autre chose que mon ennemi. Parce que j'ai un Parlez de ennemi. quel pays? Je parle de la Turquie et de Mhm. l'axe Bakou-Ankara. Il est impossible de dire, je crois que l'Occident, quelque part derrière la Turquie, représente quelque chose d'intéressant pour les options arméniennes, parce que c'est mon ennemi et c'est l'ami de mon ennemi. Et donc, je ne peux pas y adhérer. Je peux adhérer à la rigueur à l'ami de mon adversaire, qui est différent de mon ami. Mais pour une raison très simple, et la différence est très facile à faire, c'est que Ankara-Bakou n'intègrent pas l'Arménie dans leur stratégie comme allié. Si demain matin, quelqu'un osait dire, moi, Turc, je porte une stratégie dans laquelle je fais une alliance avec l'Arménie en bonne et due forme, et je pense que c'est dans mes intérêts à moi de le faire, je comprendrais que quelqu'un puisse s'intégrer dans ce processus. Mais aujourd'hui, sans en faire un allié ou une alliance, l'Arménie est en train de vouloir s'intégrer dans ce processus-là. Et là, c'est une erreur. C'est une erreur manifeste parce que la volonté de l'ennemi consiste à réduire le champ d'application de l'Arménie. S'il voulait l'agrandir, on applaudirait immédiatement. Mais il n'est pas en train de vouloir l'agrandir ou la renforcer, parce que ce n'est pas un allié, il est en train de vouloir le confiner, voire le réduire à la portion réclamée depuis 1918, c'est-à-dire au moment de l'effondrement des grands empires. Euh, la volonté russe, euh, Oui, c'est de se rapidement. maintenir dans le Caucase. Mm. Ton but, je ne vois pas d'autres stratégies russes que de vouloir absolument se maintenir dans le Caucase. L'axe Ankara-Bakou-US, c'est certainement confiner, contenir l'Iran ou la détacher. Donc on a des croix, c'est-à-dire de haut en bas,
c'est je veux rester, et en axe horizontal, c'est je contiens et je réduis la partie iranienne. Eh ben, l'option arménienne, il y a trois fondamentaux dans l'option arménienne, si on veut être cohérent avec nous-mêmes. La première, c'est le découplage avec la diaspora. Mhm. Le découplage avec la diaspora. Et quelque part, Nicole Pachinian est beaucoup plus subtil que Serge Sarkissian. Au lieu de venir en Europe et de faire sa tournée mondiale avec un accord qu'on a appelé à l'époque, en 2009, les protocoles, qui donnait un certain nombre de réponses au génocide, au traité de Kars, etc., et que partout en diaspora on a rejeté, il est venu dire en Europe et à l'Occident, et en Occident pour tous les Arméniens, vous avez des sujets à vous, ça s'appelle le génocide, ça s'appelle peut-être je ne sais pas quoi, Kars, ce ne sont pas nos problèmes. Moi, mon problème, c'est 29 800 km². Et donc, aujourd'hui, on a un découplage, on a un divorce obligatoire, inexorable entre la diaspora. Or, ce n'est pas une option arménienne. Ça veut dire que 7 millions d'Arméniens, 8 millions d'Arméniens à l'extérieur vont se déconnecter de l'Arménie. Et donc, l'option arménienne de vouloir ce découplage, pour moi, est une erreur. La deuxième, c'est qu'il faut disposer de marge de manœuvre. Donc, il faut peut-être pas composer avec son ennemi, mais on peut composer avec son adversaire à condition de se renforcer. C'est ce que j'appelle, moi, l'option aller à Londres. Voilà. Et surtout, Merci beaucoup. et surtout, garder ses principes et ses valeurs. Malheureusement, je n'en vois pas beaucoup dans les mains des Arméniens d'Arménie. Merci Gérard. Merci à Nous vous. étions avec Gérard Guerguerian, juriste international et auteur de plusieurs livres sur le conflit du Karabakh et le conflit arméno-turc. Merci beaucoup pour cette analyse. C'est donc la fin de cette émission consacrée à la crise actuelle issue des dernières déclarations du Premier ministre arménien sur l'accord de paix supposé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Merci.